Démol et débat, deuxième épisode de la saison. On s'est régalé dans ce samedi rugby et c'est pas fini avec encore un match, un Toulouse-Toulon ce soir à 21h. Avec moi pour analyser ce week-end de rugby, on retrouve notre correspondant en Auvergne-Rhône-Alpes, notre envoyé spécial permanent, pardon. Allez. C'est bon, je l'ai noté. Nicolas Zanardi, salut Nico. Salut. Et dans la capitale, Marc Duzan, salut Marco. Salut Baptiste, salut Nico. Bon, on commence avec l'enseignement du week-end comme toujours. Et voilà, on va pas se mentir, il y a quelques semaines de ça, on a tourné les previews pour présenter chaque équipe top 14. Et la section paloise, sur le papier, faisait partie des équipes les moins bien armées. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont 5 points avec une performance majeure ce week-end, puisque avec un carton rouge à la 25e minute, ils ont quand même triomphé des Lyonnais, Marco. Ouais, alors je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir si la section est lancée ou pas, hein, mais c'est vrai qu'elle a montré contre Lyon des vertus de détermination, de courage, de solidarité dont elle était probablement dépourvue l'année dernière. Et ça, c'est déjà un bon début quand on joue au rugby, puisqu'elle a repoussé les Lyonnais, quand même, faut se les fader les Lyonnais, hein. Elle les a repoussés à l'infériorité numérique pendant plus d'une heure de jeu, je crois. Donc, ouais, c'est une sacrée performance de la part des Palois qu'on attendait au fond du trou presque dès le début de saison. Ouais. Ouais, moi, je crois qu'il y a eu quand même un petit déclic à Pau en fin de saison dernière, notamment quand ils ont été capables de battre Bayonne, quand ils ont été capables d'aller chercher ce bonus offensif qui les a sauvés à la dernière seconde de la dernière journée. Ce déclic, il a peut-être été amplifié là par cette victoire au hameau devant leur public, qui leur fait un bien fou parce qu'on sait que la section a eu beaucoup de mal à gagner des matchs à la maison ces dernières saisons. Donc de là à dire que leur saison est définitivement lancée et qu'ils voguent vers un maintien certain, on s'y hasardera pas. Par contre, penser que leur saison est peut-être, oui, bel et bien lancée et qu'ils ont une bonne carte à jouer dans ce top 14, ouais, je suis assez d'accord. Parce que moi, j'étais curieux de voir ce que donnerait Sébastien Piccheroni, puisque c'est un cadre technique. Hein. Il n'a pas d'expérience en club. Il n'a entraîné jamais que des gosses, de ce que j'ai cru comprendre. Des gamins qui étaient contents d'être en sélection. Là, il hérite d'un groupe de 40 pros, de 40 caractériels ou presque, puisque les effectifs de la section paloise, enfin, c'est jamais facile. Hein. Voilà, écoute, il a l'air de bien s'en sortir. Ça a l'air d'un homme plutôt intelligent. Pour l'instant, bravo à lui. Il faut voir ce que ça donne sur la durée. Mais je me souviens que c'est Philippe Agostini qui sortait de la DTN à l'époque où il avait pris Clermont-Ferrand. Ça s'était soldé par un énorme échec parce qu'il n'avait pas su gérer les égos de ces mecs-là. Gérer un vestiaire de pro, c'est tout sauf facile. Quoi. Historiquement, oui, les entraîneurs venus de la DTN, du cadre fédéral, ont beaucoup de mal à prendre en main les équipes de top 14. C'est un défi énorme. Il s'est mis en danger. Sébastien Piccheroni, on promettait des tas de choses à la Fédé, peut-être une place de DTN dans quelques années, on ne sait pas. Il s'est mis en danger, c'est tout à son honneur. Personne n'est encore arrivé en tant que cadre à avoir de très bons résultats avec un club professionnel. Mais bon, personne n'avait jamais réussi à être champion du monde moins de 20 ans 2 fois de suite. Donc, on peut penser qu'il a quelques atouts pour s'en sortir. C'est en ça que le début de saison est vraiment rassurant pour moi. C'est que les Palois avaient un côté où Piqueronès venait pour bâtir un projet, on a l'impression. C'est un peu ce qu'il faisait avec les jeunes aussi. Il vient pour plusieurs années, un projet à long terme, et ça commence déjà très très bien, quoi. C'est ça qui est encourageant pour l'avenir de la section. Alors, le problème des projets à long terme dans un club de bas de tableau, quand quelques jeunes émergent, généralement, il ne reste pas. Ouais. Après, il faut bien habiller le produit et le vendre. Hein. Évidemment que de toute façon, il faut proposer quelque chose, sinon on n'existe pas. Il est encore tôt hein, pour se prononcer. J'ai l'impression que la section va un peu naviguer à vue et va être très, très dépendante de certaines individualités. Antoine Astoy, pour ne pas le nommer, ou 2-3 autres joueurs qui sont très, très importants. Voilà, il faut lui espérer un peu de chance, un peu de réussite, et puis avec beaucoup de travail, voilà, ça pourra peut-être passer. On peut surtout lui souhaiter d'être épargné par les blessures. Car même s'il est cadre technique historiquement, il sait très bien qu'il est archi dépendant de quelques joueurs et que le projet qu'il porte, malheureusement, sera dépendant du rendement de certains de ces hommes. Tu parlais d'Antoine, il va falloir gérer sa fin de contrat puisque il est courtisé par de nombreux clubs. Montpellier est dessus, La Rochelle est dessus, le Racing s'est mis dessus. Ouais, c'est le maître à jouer de
cette équipe, comment. Je sais que la section paloise lui a fait une belle offre de prolongation. Il a pas encore dit oui, évidemment. Lui, son souhait, c'est d'accéder au top 6. Mais voilà, comment on va gérer ce cas Astoy à la section paloise, ça va être une problématique intéressante. Financièrement, la section n'a pas les mêmes problèmes que des clubs comme Brive ou qu'ont pu avoir des clubs comme Grenoble. Ils peuvent proposer des jolis salaires. Après, par contre, il faut proposer aussi un projet sportif, être ambitieux et être en mesure de se qualifier. Voilà, tout le challenge de Pau est là. Ouais. Et pour finir sur cet enseignement du week-end, messieurs, il y a un autre enseignement dans l'enseignement, c'est qu'on n'aura pas d'agent cette saison, s'en douter peut-être un petit peu, mais à part clairement La Rochelle et le Stade Français, toutes les équipes ont remporté au moins un match déjà, et on ne voit pas ces trois équipes-là s'arrêter là forcément, Nicolas. Eh ben oui, c'est une bonne chose pour le top 14. C'est une bonne chose pour le suspense. C'est une bonne chose. Voilà, il y aura. L'an dernier, il n'y avait pas eu de suspense pour la relégation. Au Prou. Il y a eu du suspense pour la 13e place, mais la dernière, on savait. Ça faisait 2 ans, oui, voilà, où on se posait des questions, on se disait est-ce que le palier n'est pas trop grand entre top 14, Pro D2, etc. Les matchs de barrage nous avaient déjà prouvé que non. Là, le début de saison continue à nous prouver que non. La question qu'on pourra se poser à long terme, on nous avait vendu une nationale qui était censée mieux préparer les clubs pour la montée en Pro D2. Manifestement, c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, pour cette passerelle entre top 14 et Pro D2, oui, elle existe, elle fonctionne et on peut que s'en réjouir pour le rugby. Ouais, puisque tu en parles, les promus en Pro D2 ont perdu toutes leurs rencontres pour l'instant, Narbonne et Bourg-en-Bresse. Pour finir ce samedi de top 14, voilà les autres résultats. Montpellier a battu Brive 39-17, Perpignan bat Biarritz 33-20, Bordeaux bat le Stade Français 37-10 et le Racing bat La Rochelle 23-10 également. Et enfin, la dernière rencontre, c'est la surprise de cette journée et on va pouvoir passer à la question qui fâche. Clermont 30, Castres 34. L'ASM s'incline à domicile d'entrée quand on sait qu'ils sont particulièrement attachés aux séries d'invincibilité à domicile au Michelin. Nicolas, toi qui es en partie en charge de ce club pour le middle, qu'est-ce qui ne fonctionne pas à Clermont ? Si on pouvait répondre en 1 minute à cette question, ce serait que te dire. Ce qui ne fonctionne pas, d'abord, on a l'impression d'une énorme fébrilité. Voilà, sur le match de ce week-end, on a l'impression que Clermont fait le plus dur par 2 fois. Une première fois juste avant le retour au vestiaire à la mi-temps, une deuxième fois à 3 minutes de la fin. Et en 2 occasions, ils se débrouillent à perdre le ballon qu'ils avaient réceptionné sur le renvoi en plus. Mais à le perdre, à offrir une munition à Castres qui l'exploite. Et on sent de la nervosité, on sent de la fébrilité, on sent que quelque chose ne tourne pas rond, on sent que cette équipe sent qu'elle ne progresse pas, parce que à Lyon, ils avaient déjà été en difficulté sur les zones de contact, sur la défense individuelle, sur des problématiques qui ont ressurgi contre Castres, en fait. Et on a vraiment le sentiment, alors même si John O'Gibbs, qu'on a interrogé après le match, nous assurait qu'en tant qu'entraîneur, il ressentait du progrès, c'est tout à fait normal, hein, vu qu'il est proche du groupe. Mais quand on est à l'extérieur, qu'on a un point de vue plus large, on a du mal à situer une progression en fait entre les 2 matchs. Et ça, c'est peut-être le plus inquiétant pour l'instant. Ouais, c'est paradoxal parce que quand arrive un nouveau coach, ça s'accompagne d'un regain d'énergie, une sorte d'électrochoc. Et là, Clermont semble ronronner, quoi. Mis à part les bons matchs de Gigi Hanrahan, l'ancien ouvreur du Munster, je vois aucune bonne nouvelle, quoi. Le chantier semble immense devant, immense derrière. Ouais, il n'y a pas eu d'électrochoc, quoi. Et pour l'anecdote, John O'Gibbs se retrouve au fin fond du classement avec Roland O'Gara, son ancien grand Satan à La Rochelle. C'est assez cocasse, d'ailleurs. Ouais, non, mais on sent que des joueurs, en plus, ont envie ne se satisfont évidemment pas de cette situation, mais c'est désordonné, on ne sent pas. La comparaison avec Castres, elle est bonne parce que à Castres, il y a des joueurs comme Cocotte, comme Urdapileta, qui peuvent être horripilants, mais qui sont des joueurs de caractère et qui entraînent une équipe derrière eux et qui donnent leur image à cette équipe-là. Qui ne lâche rien, qui bataille sur tous les ballons et qui est capable d'aller gagner à la fin. Clairement, il y a des caractériels, il y a des Lopez, il y a des Parra, il y a des Ituria, mais de caractériel, ils n'arrivent pas à faire une équipe de caractère. Voilà, on sent qu'ils se battent un peu dans le vent. Camille Lopez qui se prend à 10 mètres par Monsieur Marchand, qui coûte 3 points, qui s'agace, cette gestion de fin de match qui n'est pas bonne. Voilà, c'est des sommes de petits détails qui font que
ouais, que ce groupe, peut-être, c'est un peu comme les vieux couples, après tout. Hein. Peut-être qu'on vantait la continuité de Clermont, mais des fois, les vieux couples, il y a des problèmes qu'on enfouit sous le tapis et on vit pas pour autant plus heureux. Est-ce que il n'y a pas une problématique, justement, dans le fait d'avoir conservé ce groupe tant bien que mal pendant des années et des années, qui commence à vieillir et qui commence à patiner, quoi. Voilà. Le principal problème, il est là. Il va falloir que John O'Gibbs trouve des solutions pour apporter de la fraîcheur. Aujourd'hui, la grande question, elle est là. On parle du mal-être relatif de Clermont. Il faut aussi souligner quand même la bonne santé de Castres, qui depuis l'arrivée de Pierre-Henri Broncan est une toute autre équipe. Enfin, on les annonçait pénibles, casse-pieds, casse-couilles, tout ce que tu veux. Mais ils font du jeu. Aujourd'hui, ils produisent du jeu. Castres, c'est plutôt agréable à regarder. Et ben, bravo Pierre-Henri Broncan pour ce qu'il a réalisé en quelques mois, quoi. Ils réussissent l'exploit de garder leur identité profonde tout en ayant ajouté une capacité à marquer de beaux essais. Voilà, l'essai qui marque par Rory Cocotte, justement, il est à l'image de ça. Il y a un lancement de jeu qui est bien huilé, un beau renversement. On sent que les joueurs se trouvent. Voilà, ils sont capables de faire vraiment de très belles choses, tout en gardant cet état d'esprit de guerrier, de pied qui leur tient si bien. Ce pourquoi leurs supporters les adorent, soit dit au passage. Et on peut s'attendre dans le sillage de cette performance qui est un drôle de match à Pierre-Antoine le week-end prochain pour la réception de l'UBB de Christophe Furios. Très bien, un drôle de match également à Clermont qui va recevoir La Rochelle donc. Donc une de ces deux équipes s'achèvera ces 3 premières journées sans victoire. Voilà, pour ces deux gros du championnat en théorie, le début de saison sera très compliqué pour une des deux équipes en jaune. On va passer à la thématique suivante, monsieur, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et on va commencer avec ton coup de cœur, Markov, pour un joueur du Racing, une recrue. La recrue. Ouais, écoute, la seule recrue du Racing, Baptiste Pesanti, en provenance de la section paloise, arraché 500 000 euros à la section paloise, qui devait amener la rusticité, la rugosité au pack un peu tendre du Racing. Et hier, il a joué 25 minutes, Baptiste Pesanti, ben, il a amené ce qu'on attendait de lui, quoi. Sur un plaquage, il a pété la cuisse de Winnie Antonio, il a combattu dans les rucks, il a arrêté des molles pénétrants, il a, il me semble, stabilisé aussi l'axe droit de la mêlée francilienne. Voilà. Mais écoute, Baptiste Pesanti, on m'a disait aussi du mal avant qu'il arrive. On me disait qu'il coûtait beaucoup de points, qu'il n'avait pas 80 minutes dans les pattes. Mais là, en 25 minutes, il a répondu quand même à une certaine partie de questions entourant sa venue au Racing. Voilà. Voilà, après, est-ce que sa venue suffira à stabiliser le pack qui a subi un tel bouillon contre La Rochelle en demi-finale? On peut encore se poser la question, parce que le La Rochelle d'hier, il ne faut surtout pas que les Racingmen se trompent et s'arrêtent là-dessus. C'était ce succès a un petit côté trompe-l'œil. Voilà, quand on voit le nombre d'absents à La Rochelle, qu'on voit qu'Antonio sort vite, qu'il n'y avait pas Skelton suspendu, qu'il n'y avait pas Vito, qu'il n'y avait pas Botia, qu'il n'y avait pas Kerbarlo, qu'il n'y avait pas. Enfin, ça commence à faire. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Non, mais c'est surtout au niveau de la puissance du pack. Il n'y avait pas Wardy aussi, si je ne m'abuse. Il était remplaçant. Ouais, voilà, c'est ça. Au niveau de la puissance du pack, La Rochelle n'est pas arrivée avec tous ses atouts et on sait que c'est leur atout vraiment numéro 1. Est-ce que quand La Rochelle sera à 100%, le Racing sera capable de fournir la même performance devant? Là, ce sera la vraie question. Là, pour l'instant, ils ont gagné le match. Très bien pour eux, bravo. Mais ça ne répond pas encore à toutes les interrogations qu'on a pu avoir après leur demi-finale de la saison dernière. Très bien. Très bien, très bien. On passe à ton coup de gueule, Nicolas. Ouais, bah, ce qui concerne un petit peu le comportement de nos amis lyonnais, qui étaient vraiment dans la panade le week-end dernier, qui ont trouvé des ressources extraordinaires pour battre Clermont avec un effectif qui était très réduit, un petit talonneur, Yannis Charcosset, qui était obligé de dépanner en troisième ligne. Pierre Mignoni, la semaine dernière, il avait vraiment 23 joueurs, mais 23 joueurs qui se sont dépouillés. Et là, dans le sillage de cette victoire, j'ai l'impression qu'on s'est un peu endormi. Il y avait le retour des internationaux. Il y avait tout un contexte qui a laissé bercer les Lyonnais, leur a fait croire qu'ils allaient gagner peut-être facilement au hameau, avec en plus cette supériorité numérique qui arrive très vite. Et il y a des joueurs qui ont ronronné, et ça, Pierre Mignoni, il ne le supporte pas. Alors, il a eu des mots un peu durs à chaud au micro de Canal+. Il a adouci son discours après en passant devant la presse, en essayant non pas de cajoler ses joueurs, mais de ne pas les accabler. Mais voilà, les joueurs en question, les internationaux notamment, savent très bien quelles prestations ils ont fait, à l'image de, voilà, qui cristallise un peu tout. C'est en avant de Demba Bamba à 5 mètres de l'embut, qui
il fait tâche, quoi. Voilà pour des joueurs de niveau international, ce sont ces joueurs qui doivent permettre à Lyon de gagner à l'extérieur et de postuler au top 6. Là, Lyon va de nouveau évoluer un peu sous pression à la maison. C'est dommage parce qu'ils auraient pu s'offrir un joli joker en gagnant à Pau. Et c'est ce qui aurait dû se passer malgré la belle prestation paloise. Messieurs, on va conclure l'émission comme toujours avec le prono. Ce soir, Toulouse-Toulon, le choc des rouges et noirs. Bon, on va pas donner votre pronostic parce que les Toulousains sont archi favoris. Les bookmakers les cotent à 1,05. Est-ce que voilà, ne piège pas en nous faisant le truc de miser un écart et tout. Ça se fait pas, c'est moche. D'abord pour Toulon, c'est moche parce que le match il faut le jouer. Mais oui, effectivement, on se dit que si Toulouse joue à 100% de ses moyens, oui, normalement ils doivent être à l'abri d'une surprise. Ouais. Et puis voilà, est-ce que je veux quand même vous poser la question, est-ce que même si l'équipe de Toulon ne semble pas se déplacer avec son 15 type, évidemment, à Toulouse, ne semble pas ambitionner grand-chose, Marco, est-ce que tu vois une étincelle, un truc qui peut créer l'exploit côté toulonnais, un joueur, quelque chose qui pourrait chatouiller les Toulousains ce soir? Écoute, la seule issue pour le RCT, elle se situe dans le combat d'avant, dans le combat collectif. Le RCT est plutôt bien organisé, notamment en mêlée fermée avec Brooks, Gigashvili, etc. Dans le combat avec le Sud-Africain Duprez. Bon, s'il y a une issue, elle se situe là, mais Toulouse n'est pas le plus petit des paquets d'avant non plus. Donc, ça me semble vraiment, vraiment compliqué là, de donner Toulon gagnant. Après, on s'attardera aussi sur la première de Veil Nicolo, le capitaine des sétistes fidjiens. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de ballons ce soir. Je pense que Toulon va serrer le jeu au maximum, mais il se dit que sur la moindre miette, il peut créer des différences. Alors, il aura moins d'espace qu'à 7, évidemment, mais ouais, voilà, on va regarder ce que peut donner Veil Nicolo sur un terrain de 15-10. Il n'est pas anodin ce match pour les Toulousains, parce que je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler à tout le monde l'histoire du transfert de Colby qui s'est très bien passé entre les présidents, etc. Mais ça nourrit quand même un petit peu quelque chose. Je ne peux pas croire que les Toulousains, au fond d'eux, n'ont pas envie de montrer à Toulon que la grosse équipe, c'est eux. Il y a déjà eu un match amical qui a largement tourné en faveur de Toulouse, même si bon, les équipes rien à voir. Mais je ne vois pas les Toulousains faire de péché d'orgueil, sincèrement, sur un match comme ça. Alors, est-ce que Toulon pourra tenir 50-60 minutes? On verra. Il y a quand même une jolie petite équipe avec quelques internationaux sur le banc. Bon, j'attends beaucoup de Cornel Duprez, à voir s'il va réussir peut-être à retarder quelques ballons, à gratter, à mettre quelques plaquages positifs. On va voir. On attend aussi la première de Jelonge côté Toulouse, qui va être intéressante à suivre, qui sera sur le banc. J'imagine aussi que ces nouveaux copains vont faire en sorte qu'il démarre plutôt bien. Peut-être que la clé pour Toulon, à la rigueur, ce sera la mêlée fermée. Parce que voilà, il y a le jeune Tafili qui va jouer côté toulousain sur le banc. On doit avoir du Paul Malaise. Enfin voilà, pas de joueurs confirmés, on va dire, entre guillemets. Peut-être que l'issue sera là. Après, si Toulouse joue bien et qu'on ne met pas en avant, il y aura très peu de mêlées. Au Toulonnais de faire le nécessaire pour faire déjouer au maximum Toulouse. Voilà, il n'y a pas 36 solutions pour limiter la casse au moins et gagner si possible. Très bien, donc les compos donc, pour le match de ce soir. Avec Baye, Marchand, Tafili en première ligne pour Toulouse, Flamand et Richie Arnold en deuxième ligne, Cross, Placine et Tolofua en troisième ligne, une charnière Dupont-Tamac, Médard et Lebel aux ailes, Holmes et Tozin au centre et Ramos à l'arrière. En face, côté toulonnais, on retrouve Gigashvili, Sosene Faega, Brooks dont on a parlé, Alagahu et Alain Ouessé en deuxième ligne, Ori, Cornel Duprez dont on a parlé aussi et Parissé sera capitaine en troisième ligne. La charnière Jules Danglot, le jeune joueur, sera associé à Carbonel, Obato Yimbo et Wenicolo sur les ailes, Septar et Rito au centre et Cordin à l'arrière. Voilà pour ce démol et débat. Merci beaucoup messieurs. Avec plaisir. Et Merci Baptiste. Bon dimanche de rugby à tous avec Rugbyrama et MidiOlympique.fr. Au revoir.